On va démarrer, c'est parti. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au 7e mardi de la Deep Tech. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet du design comme un outil clé de la Deep Tech, depuis la sensibilisation jusqu'à l'industrialisation des projets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit rappel de ce qu'est finalement les mardis de la Deep Tech. En fait, c'est un cycle d'événements qu'on a commencé il y a à peu près 3 mois, qui vise en fait à approfondir ses connaissances sur les dynamiques de fond de la Deep Tech en France et à l'international. Et pour ça, on choisit en fait chaque mois, le mardi, de 17h à 18h, un sujet autour duquel on va faire intervenir des experts, on va partager des résultats d'études, échanger. Et l'idée, c'est de créer vraiment un format interactif, une discussion autour de ces sujets qui touchent la Deep Tech. Et si on regarde un petit peu le planning des sujets à venir, aujourd'hui on va traiter du sujet du design. Le mardi de la Deep Tech de mars, qui est prévu le 8 mars, de 17h à 18h toujours, lui sera consacré à la souveraineté économique française. En fait, on va accueillir différents experts qui vont nous parler de la place des technologies et plus précisément de la Deep Tech dans notre stratégie de souveraineté française, mais aussi par rapport à d'autres États en Europe et dans le monde. Et en avril, la date n'a pas encore été posée, mais on traitera des enjeux de l'intelligence économique dans la Deep Tech, notamment avec des experts du CEA. Voilà. Donc, ça, c'est les sujets prévus pour les prochains mois. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, c'est le sujet du design et comment, en fait, cette méthode vient impacter les projets Deep Tech. Et je suis tombée récemment sur une définition du design qui m'a vraiment fait penser finalement à nos enjeux autour de la Deep Tech. Et cette définition, elle disait que finalement, le design, c'était un peu comme une manière de regarder le futur de manière optimiste en transformant les problèmes en opportunités. Et finalement, quand on regarde cette définition, on voit un petit peu les synergies que ça peut avoir avec les Non, grands ils enjeux vont déposer. stratégiques. Attends, non, non. Toi, t'as Ayla qui vient déposer. Je vais juste vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. C'est quoi son. Attendez, Je vais juste vous demander de couper vos micros. Merci. Voilà, donc ce que je disais, c'est que cette définition, elle me fait vraiment penser aux grands enjeux stratégiques de la Deep Tech. Et on voit qu'il y a à la fois les synergies de cette discipline du design qui relie à la fois l'innovation, la technologie, la recherche, l'entreprise, les utilisateurs. Et ça me paraissait important et vraiment primordial d'essayer de faire le lien et de réunir aujourd'hui des experts pour justement parler de design et faire le lien entre design et deep tech. Et, et, et aujourd'hui, on accueille justement pour parler de ce sujet, d'abord on accueille Emmanuel Thoin, qui est le fondateur de DC Design et Conseil. Et Emmanuel va nous expliquer vraiment de manière macro ce qu'est le design et quelle est sa place en fait dans l'innovation Deep Tech. Donc Emmanuel, c'est à toi. Je te laisse même partager ta présentation si tu le souhaites. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être concis et précis. Et puis, bien évidemment, j'invite mes collègues designers à rectifier ce que je peux dire s'il y a des choses manquantes ou si au niveau méthodologie, ils ne sont pas d'accord. Je n'ai pas prévu, évidemment, en un quart d'heure, de vous faire un cours sur le design. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt vous montrer et discuter de ce que le design peut apporter à des sujets d'innovation technologique très early stage, puisqu'on le sait que c'est bien nos sujets deep tech. Je vais vous montrer aussi que le design en gros, un objectif de vulgarisation, si je peux m'exprimer comme ça, mais ce sera plus simple simplement en vous le partageant. Donc, je vais
essayer de vous partager ça et puis je vais essayer de le mettre en plein écran quand même, histoire que ce soit à peu près propre. Donc, l'intégration du design dans la démarche d'innovation scientifique et technologique, au départ, pour vous refaire un peu l'histoire du sujet du design intégré à la Deep Tech, en tout cas du point de vue de BPI France, ça a été une première étude qu'on a menée, donc quand je dis on a mené, c'est le cabinet d'ici, on a mené auprès des VC, on a été interrogé aussi certaines sociétés d'accélération de transfert technologique, et puis ça nous a permis de schématiser en gros le parcours complet avec évidemment les équipes Deep Tech de BPI France et d'en faire une bande dessinée. Donc je crois que Lola va vous partager la bande dessinée en question. Ouais, je mets le lien Je me dans le permets chat. rapidement voilà, de vous partager le premier des sujets design en quoi le design a permis de comprendre un peu les sujets de Deep Tech en faisant une espèce de cartographie macro. Donc, c'est le point de vue des entrepreneurs, du point de vue des entrepreneurs et le point de vue des chercheurs, évidemment, doctorants ou chercheurs en labo. Et puis, c'est comment, en gros, se fait ce que vous avez au centre, le matchmaking. Et on s'est aperçu que le design était un outil qui était important à toutes les étapes du projet, dans la compréhension et dans le dialogue entre les entrepreneurs et les chercheurs. Puisque le designer, il n'est pas du tout leader d'un projet d'innovation, il ne l'est jamais. Par contre, il est courroie de distribution du projet, il va aider à ce que l'ensemble des parties prenantes puissent discuter ensemble. Et donc, je vous partage rapidement, alors je ne vais pas vous faire toutes les pages, mais l'intérêt, c'était de montrer par une histoire, faire un storytelling d'une entrepreneuse qui, parce qu'elle découvre quelque chose qui la révolte, va utiliser le réseau Deep Tech et puis l'intelligence scientifique française pour aller co-construire une aventure humaine entrepreneuriale. Et donc, vous retrouverez l'ensemble de cette BD, si ça vous intéresse, qui décrit l'ensemble des étapes Deep Tech, bien évidemment sur le site de lesdeeptech.fr. Donc, quand on a commencé à travailler avec l'équipe Deep Tech, alors quand on a commencé les designers, on a proposé une méthodologie simplifiée pour essayer d'accompagner. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous décrire l'ensemble de la méthode au design, on n'a pas le temps, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des technologies de pointe sur étagère, vous en avez forcément dans vos labos. On a vraiment des technos qui sont et qui dorment aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont, je dirais, elles sont noyées dans un catalogue scientifique qui est vraiment dur à appréhender pour qui n'est pas scientifique. Et en fait, c'est ça qu'on voulait montrer et démontrer au travers d'une étude design, c'était que en passant du temps avec un chercheur et avec un labo, on allait être en capacité, à condition d'avoir une posture naïve, c'est-à-dire pas du tout une posture de sachant. Le designer, en général, il a une posture assez humble, c'est-à-dire qu'il écoute pour essayer de comprendre, et puis quand il ne comprend pas, il pose des questions. Donc là, l'idée, c'est d'abord une phase de découverte et de dialogue. Ensuite, suite à cette phase de découverte et de dialogue, une mise en récit en fait, de tout ce qui a été proposé et de tout ce qui a été compris par le designer lors de son dialogue avec le chercheur et le porteur de projet, s'il y en a un déjà. Et puis ensuite, une fois que le récit est construit, passer à la capacité du design de démontrer, donc travailler sur un démonstrateur dans le but avoué de travailler sur des recherches d'applications contextualisées qui permettent la compréhension de la technologie. Ça ne veut pas dire que la technologie demain, ce sera ça, ou ce sera son champ d'investigation ou son champ d'utilisation. L'idée, c'est simplement de pousser par le design et par la compétence des designers à comprendre un sujet complexe et à l'accompagner, à pousser des démonstrateurs d'usage. Alors, à quoi ça sert à part se faire plaisir? Vous allez le découvrir, ça sert à illustrer évidemment les fonctions d'usage d'une technologie. Ça sert aussi à démontrer la validité d'un concept technologique ou scientifique, à définir fortement une proposition de valeur, être en capacité d'explorer les imaginaires. Et puis enfin, le design permet de vulgariser dans le bon sens du terme pour convaincre, parce que quand un porteur de projet, y compris dans la deep tech, il arrive face justement à des VC et qu'il a une démarche de levée de fonds en tête et qu'il est en train d'organiser son tour de table, il faut qu'il soit capable de parler à ses interlocuteurs sans les perdre. Et du coup, la vulgarisation paraît être un indispensable pour le scientifique, pour être capable de convaincre des futurs partenaires potentiels. Donc, on focus un peu sur les étapes. Et puis, bien évidemment, une fois que j'aurai passé ces étapes, je m'arrêterai là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais d'abord, on a une étape de découverte et de dialogue. Donc, ce qui se passe factuellement, c'est qu'on rencontre l'équipe
scientifique. Le scientifique, on écoute les explications, on écoute ce qui a été produit, on lit les revues scientifiques et les parutions, les publications. On s'occupe évidemment d'intégrer directement les problématiques de propriété intellectuelle au sujet pour pas qu'on commette d'impair quand on va réaliser le démonstrateur. Et puis, on regarde un peu sur l'ensemble des éléments existants. On reformule comme si on était des enfants. Je dis souvent ça, mais c'est très important. C'est-à-dire que entre ce que quelqu'un qui est passionné de son sujet scientifique est capable de raconter et ce qu'un enfant est capable de comprendre, il y a souvent vraiment un écart très important. Et pourtant, on essaye de vulgariser de façon à ce que vraiment n'importe qui puisse comprendre une application de la technologie en question. Donc, on valide ensuite ce principe de vulgarisation avec l'équipe. Et puis, on fait une synthèse partagée de cette phase de compréhension, histoire que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on puisse passer à l'étape 2. L'étape 2 qui est l'étape de scénarisation. Donc là, on va réaliser un récit illustré, prospectif, comme si on était déjà dans la faisabilité, voire dans l'industrialisation du projet technique ou technologique. On va présenter différentes voies de scénarii illustrés que, du coup, l'équipe scientifique va valider. Et ensuite, on réalise les storyboards pour faire le choix du scénario du démonstrateur qui paraît le plus pertinent dans l'idée de faire comprendre et accepter la technologie. Et puis ensuite, on passe à l'illustration des éléments clés et on fait une validation avec une pré-maquette qui peut avoir tout un tas de formes différentes, mais l'idée c'est que, encore une fois, on soit chacun d'accord en co-création et en co-conception de comment on va mettre en scène une partie des usages qui vont être permis par la technologie proposée. Et enfin, on passe à l'étape finale, qui est l'étape de modélisation. Donc là, l'idée, c'est de faire, évidemment, on utilise les outils numériques aujourd'hui pour faire des démonstrateurs, c'est-à-dire on va rechercher des vidéos contextualisées, on va intégrer, en fonction du récit choisi, des éléments modélisés en 3D, les éléments clés potentiellement, et l'intégration de ces éléments dans la vidéo, plus une passe de motion design, fait que tous les outils du design fiction viennent aider en fait à la livraison, à la réalisation du démonstrateur. Je vais vous en montrer deux vidéos. Un exemple sur une société qui s'appelle Chimialis et la deuxième qui est White Box Disease, qui est une des applications de l'algorithme CIDRES. Et les résultats qu'on attend, évidemment, c'est en matchmaking, en avance de phase, permettent à des chercheurs de rencontrer des entrepreneurs qui auraient compris le domaine d'application d'usage et qui se rapprocheraient d'eux pour créer justement une aventure commune. Évidemment, lever des fonds auprès des venture capital, c'est très important parce que en fait, on s'aperçoit que le design est un élément déclencheur de la levée de fonds dans son sens compréhension. C'est-à-dire que c'est ce que retiennent les gens dans un business plan, c'est l'exécutif se mérite 2 pages. Et ben, c'est la même chose dans un business plan deep tech. Ce qu'on va retenir, c'est vraiment le démonstrateur d'usage, et c'est ce qui va faire lever les freins potentiels qui existent, vous le savez, quand on intervient auprès des projets deep tech, c'est-à-dire des freins de c'est trop loin du marché. Et donc, avec l'identification d'usages supplémentaires, donc de position ou de posture sur le marché supplémentaire, on accélère vraiment le time to market. Donc, ce qui est toujours intéressant pour un projet du type projet deep tech. Donc, maintenant, je vais me permettre de sortir de ce partage d'écran et puis de vous proposer de vous montrer une des vidéos. Excusez-moi, on va commencer par Chimialis. Excusez-moi, je sais que vous ne voyez pas, c'est parce que je n'ai pas encore partagé ma vidéo. J'arrive. J'espère que vous voyez bien et j'espère que vous pouvez bien entendre. Vous allez voir, la vidéo est pas très longue et comme ça, vous aurez 2 exemples de démonstrateurs. Pour des problèmes de propriété intellectuelle, je ne peux pas vous en montrer d'autres. Aujourd'hui, on est à une quinzaine de démonstrateurs et on nous en demande de plus en plus parce qu'en fait, il y a un intérêt fort pour le partage et la communication, encore une fois, du fait que les parties prenantes sont souvent sur des niveaux d'information qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça nous permet d'être plus clairs. Je vous laisse...
Voilà, ça c'était pour... Par contre, Emmanuel, on n'a pas de son. Vous n'aviez pas du tout de son? Non, non, on a les sous-titres, donc on a compris le message, mais on n'a pas le son. Ah, très bien, bah, je suis désolé. Je ne vais pas vous remettre la deuxième alors, parce que si on a un problème de son, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais de toute façon, il y a possibilité d'avoir accès. Et du coup, vous m'avez entendu respirer, c'est ça? Bon, bah, je suis désolé pour la démonstration, qui n'était pas forcément si bien faite que ça. Pourtant, est-ce que je vous montre quand même le deuxième ou pas? On peut essayer la deuxième, oui, pas de souci, on a un peu de temps. Alors, je vais me permettre du coup d'essayer de partager la deuxième. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas de son, par contre, c'est assez embêtant. En fait, je pense que si tu partages ton écran pendant que la vidéo tourne, ça devrait mieux marcher. Ah oui, d'accord. Ok. Peut-être. Mais ça va prendre un peu de bande passante. Donc, hop. On va Donc là, essayer. vous voyez vous-même, c'est ça? Pas encore. Là, non, j'ai pas. Tac, 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 excusez-moi. Alors, je partage l'écran, du coup. Donc, vous voyez mon écran? Ouais. On n'a toujours pas de son. Je l'avance un peu puisque la première partie de la vidéo est la même. On n'a toujours pas de son, mais on va lire les sous-titres et on va la regarder comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Si vous avez des questions, alors je suis désolé pour le manque de son. Donc, je n'ai pas pu vous partager le son parce que j'aurais un problème sur mon ordinateur. Mais heureusement, effectivement, il y avait les sous-titres. Donc, comme ça, vous avez pu voir que c'était vraiment des idées d'exploitation des technologies, mais qui n'avaient pas de lien direct avec la technologie en elle-même au sens propriété intellectuelle. Est-ce que il y aurait éventuellement une ou deux questions pour Emmanuel à ce niveau de la présentation? Non? Ok, ben dans ce cas-là, je vais reprendre la main sur la présentation et on prendra quelques questions à la fin, mais c'est que tu as été super clair, Emmanuel. Merci beaucoup, en tout cas. Tant mieux, ou que j'ai endormi les gens, j'espère pas. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bon, et on va passer du coup à la deuxième partie de notre webinaire autour du design avec une table ronde. Ben, Emmanuel, tu vas bien sûr rester avec nous et on va accueillir Vincent Créance, qui est directeur du Design Spot, mais également designer, et Bruno Truong, qui lui est designer au Y-Spot. Donc, bienvenue à tous les deux. Je suis ravie de vous recevoir et de pouvoir échanger avec vous autour de cette question du design. On va commencer par une première question. À votre avis, c'est quoi l'intérêt d'introduire le design
en amont dans un projet Deep Tech? Emmanuel y a déjà partiellement répondu, mais je me demandais si Vincent, Bruno, vous aviez éventuellement des apports ou un témoignage autour de cette question. Vincent, est-ce que tu veux démarrer? Je pense que tu es en mute. Sinon, je peux commencer. Ok, eh ben, vas-y Bruno. J'apporte un élément de réponse. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a un des intérêts qui a été évoqué par Emmanuel, qui est d'apporter en fait, de tisser un lien avec des cas d'usage qui sont pas forcément, on va dire, la priorité d'un chercheur qui va quand même être par son métier un petit peu la tête dans le guidon et focalisé sur sa recherche, les performances de sa technologie. Et donc c'est vrai que le design vient apporter en amont des possibilités d'application. Parfois, nous, on parle au CEA un petit peu de technologies orphelines qui cherchent un petit peu où se mettre. Et donc, le design apporte vraiment ces réponses-là. Et ça peut être aussi l'aspect, on va dire, prendre la technologie, mais l'aborder d'un sens nouveau, en tout cas jouer avec comme une matière première. J'ai juste un exemple, en fait, c'est toujours plus clair. Le design, on préfère montrer des images, parce que c'est vrai qu'en parler, c'est parfois un peu compliqué. Je vais juste partager un exemple qui était un projet qu'on a fait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tac. Ouais, on voit ton écran. Voilà, ça c'était un projet qu'on a fait avec une start-up qui s'appelle Warm Sensing, qui en fait avait une technologie de capteur piézoélectrique, donc capteur de mouvement, alors avec de déformation, un capteur de déformation qui permet de faire des technologies du tactile par exemple. Et en fait, leur spécificité, c'était d'avoir des capteurs qui sont en couche mince, donc c'est-à-dire c'est vraiment du matériau piézoélectrique mais brut, contrairement aux capteurs piézoélectriques classiques qui sont en fait en gros du matériau qui va être dispersé dans un substrat polymère. Et donc ça ressemble à ça. Donc eux, ça c'est leur matière, c'est leurs échantillons, c'est leur production, c'est des petits capteurs sous cette forme, une sorte de petites électrodes. En fait, là, l'intérêt du design, ça peut être par exemple, étant donné qu'on a un petit peu un côté main dans le cambouis et on aime bien jouer avec la matière, ça fait aussi partie de l'essence du design, je pense, que ce soit avec du pixel ou de la matière physique. La technologie en elle-même peut aussi être une forme de matière. Et là, en fait, ça peut être réfléchir avec les mains en prenant ces électrodes, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, nous, ce qu'on avait proposé, c'était de s'amuser à dire, tiens, c'est quoi l'intérêt déjà de ces électrodes par rapport de ces capteurs piézoélectriques par rapport aux autres? Et c'est qu'en fait, ils peuvent quelque part être intégrés dans n'importe quel matériau, puisqu'ils résistent beaucoup plus à la pression, ils résistent à la température, contrairement à des choses qui sont sur un substrat polymère, qui va par exemple pas résister au-delà de 200 degrés. Et on s'est dit, tiens, ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, toute matière peut devenir tactile grâce à ces petites électrodes. Et plutôt que se dire on va tout de suite trouver un usage, on s'est amusé à essayer de dire tiens, du bois qui devient tactile ou du métal qui devient tactile ou n'importe quelle surface en fait qui devient tactile, qu'est-ce que ça devient et comment le démontrer, comment le montrer. Et on a pensé à une sorte de nuancier de matière en fait, comme un nuancier de couleur, un RAL. On s'est dit on va faire un nuancier de dalles tactiles faites dans différents matériaux. Et finalement ça a donné quelque chose qui est vraiment de l'ordre du démonstrateur, qui vient démontrer la technologie et la capacité de la technologie à ouvrir des possibles. Et là, par exemple, c'est un plaquage de bois qui devient tactile par ces électrodes, et simplement, on faisait défiler en fait des chansons sur un MP3 en tapotant sur du bois. Et ça ouvre en fait plein de possibilités, et on l'a fait avec d'autres matériaux. Et finalement, ce que ça ouvre en amont, parce que là, c'était quand même assez en amont, on a discuté très tôt de tout ça. Ça permet aussi de faire un lien avec l'industrie en fait et des cas d'usage. Et finalement, cette entreprise, notamment via le Y-Spot, a pu trouver un cas d'usage intéressant dans l'automobile autour de surfaces tactiles. Donc là, on leur a fait une sorte de bande test pour des montants de porte de voitures. Et voilà. Et en fait, il y a un côté un petit peu, j'ai envie de dire, il y a une forme de hasard en fait dans la manière dont on vient prendre cette technologie un peu brute. Et on peut effectivement raconter des histoires autour de cette technologie, un petit peu comme l'a présenté Emmanuel. Et une autre voie, c'est aussi plus d'être dans l'expérimentation
plus immédiate en fait avec cette technologie et dans une sorte de jeu et d'expérimentation physique, quoi. Donc voilà, ça répond partiellement à la question. Merci Bruno. Et du côté du design spot, Vincent, est-ce que toi tu identifies d'autres intérêts à intégrer une méthode de design très en amont dans un montage de projet Deep Tech? Alors oui, il y a 2 points que je voudrais ajouter. Enfin, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit par Emmanuel, Bruno, sur la valorisation des projets quand ils sont quand un porteur de projet, un chercheur est en phase de recherche de financement. Donc je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il est vrai qu'au Design Spot, on a un dispositif un petit peu particulier qui s'inscrit dans un cadre plus large qui s'appelle POCIN Labs, qui sont des programmes de détection, c'est un appel à projet, prématuration, ce sont donc des programmes de détection de technologies ou de sciences qui présentent un fort potentiel, soit commercial, soit de service auprès de la société au sens large. Donc, ce programme, c'est un programme qui finance, en fait, c'est un financement général de ces projets qui ont été détectés. Et nous, au Design Spot, qui est le centre de design de l'Université Paris-Saclay, on a un budget spécifique qui permet de financer des études de design auprès de ces porteurs, enfin pour le bénéfice de ces porteurs de projets. C'est quelque chose de très très original. Je ne crois pas que ça existe en France, voire peut-être même au-delà. C'est très original parce que ça permet à des chercheurs de franchir le pas du design extrêmement en amont, ce qu'ils n'auraient jamais l'idée de faire si on n'était pas présent. Et on a déjà accompagné plus d'une trentaine de projets sur ce mode-là, et ça nous a permis de retirer quelques enseignements, faire un retour d'expérience. Dans ce retour d'expérience, je voudrais le limiter à 3 grandes observations qu'on a pu faire. La première, déjà abordée, c'est un excellent moyen pour les chercheurs de valoriser leur projet de recherche, soit par le biais de médiation, soit par le biais de démonstrateurs, mais en tout cas, toujours dans l'idée de projeter en fait ce que pourrait être la solution qu'ils développent de façon compréhensible et attractive à des non-spécialistes. Et ça, l'étude de design est un outil remarquable là-dessus. C'est donc un outil de valorisation du projet qui est vraiment efficace. Au-delà de ça, puisque ça a déjà été dit, ce qu'on a pu aussi relever, c'est que au-delà du projet, c'est aussi le porteur de projet qui s'en trouve crédibilisé. Parce que quand il vient avec une solution innovante, technologique, scientifique innovante, et qu'il vient avec cette solution, on va dire, designée, si vous me passez ce néologisme, il montre de lui-même une dimension qui est au-delà de la dimension du chercheur. Il montre une dimension de quelqu'un qui se préoccupe de l'usage, qui se préoccupe de sa future commercialisation, de sa future adéquation avec des utilisateurs. Et ça lui permet de bénéficier d'une meilleure crédibilité personnelle. Ce n'est pas simplement le projet, c'est aussi le porteur de projet, parce que tout d'un coup, il prend de la hauteur sur son travail. Et ça, c'est un outil de crédibilisation qui est apprécié par les financeurs, parce qu'ils se disent, c'est pas simplement un geek, celui-là, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large, et qui se préoccupe, encore une fois, de l'usage. Ajouté à ça, bien souvent, on remarque aussi que c'est un outil de motivation pour le porteur de projet. C'est-à-dire que il se dit, quand il voit son projet designé, il se dit « Waouh, mais je ne pensais pas que c'était si bien mon truc !» Et donc, c'est aussi pour lui une forme de motivation, assez souvent. Ce que je voudrais ajouter, et ça c'est peut-être l'élément le plus important, c'est qu'on s'est rendu compte aussi dans ces programmes, quand on accompagne ces projets, c'est qu'il y a une forme d'accélération du développement. Les chercheurs sont souvent dans une posture, ils aiment bien parler au conditionnel. Ils aiment bien chercher, c'est leur nom, c'est leur métier, et ils aiment bien parler au conditionnel. Ah, mais c'est super ce qu'on vient de faire là, mais on pourrait peut-être aussi faire ci, et puis et si on explorait cette voie-là, peut-être que ça nous donnerait quelque chose d'autre, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et le design contraint à passer du conditionnel au présent. C'est pas « ah bah ça pourrait », c'est « ça sera ». Et quand on dit « ça sera », c'est pas forcément « ça sera » de façon définitive, parce que le projet, on est en prématuration, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais le passage au design oblige les porteurs de projet à se positionner, et donc à prendre des décisions. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important parce que je crois réellement que c'est un outil d'accélération très fort. Encore une fois, je répète, il ne s'agit pas de figer la définition d'un projet en amont, c'est de lui donner un visage, de lui donner une proposition. Et cette proposition, elle permet d'accrocher des partenaires, elle permet aussi au porteur de projet de mûrir le regard qu'il a sur l'objet et éventuellement de le faire évoluer plus tard. Et ce passage, enfin cette contrainte du passage à la forme et l'obligation qu'il a de prendre des décisions, de parler au présent, est un élément, à mon avis, majeur en matière de... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pu relever, nous, en retour d'expérience, un élément majeur, je crois, d'accélération des développements. Donc là, on a parlé pas mal de l'amont et de la phase de prématuration. Est-ce que vous voyez d'autres moments clés dans le cycle de vie du développement d'un projet Deep Tech où le design va vraiment avoir un impact spécifique et fort? Je ne sais pas, Emmanuel, si tu as éventuellement un retour sur ce sujet. Alors, excuse-moi, mon micro était en mute. Je dirais que ça ne va pas être spécifique. Alors, je sais qu'on est ici pour parler de Deep Tech, mais en fait, ça ne va pas forcément être spécifique au projet Deep Tech. C'est-à-dire que le design, par essence, Vincent l'a très bien dit, en fait, quel que soit le projet, souvent on travaille sur des projets R&D. Même quand on travaille pour des entreprises qui ne sont pas Deep Tech, on est quand même sur des projets R&D qui peuvent prendre plusieurs années. Donc, on n'est pas sur du 15 ou 16 ans de maturation, mais on peut être sur du 5 ans. Ça reste long dans une entreprise. Donc, ce que disait parfaitement Vincent, c'est qu'en fait, le design, c'est devenu un excellent outil de prise de décision pour tous les managers, pour les CODIR, COMEX, COSTRAT, ce que vous voulez. Le sujet, c'est que comme on donne à voir, eh ben, ils peuvent se projeter et réagir. Et en fait, juste ça a l'air tout bête. Mais en fait, ça vaut largement les moyens qu'on doit investir sur le design parce que on prend des décisions rapides, y compris dans des décisions qui vont être très dures à trancher normalement, type bon bah ça c'est pas bon, on abandonne, ça marchera pas. Mais en fait, le design, comme il donne à voir, il sert dans l'usage à démontrer que telle voie est bonne, peut-être telle est moins bonne, et à continuer à explorer. Donc, le designer, il ne s'arrête pas à des étapes clés spécifiques, il va être aussi accompagnateur d'un sujet d'innovation. Le designer n'est jamais le père, si je peux parler comme ça, il n'a pas la paternité d'un sujet, jamais, mais par contre, il a toujours vissé au corps le projet en lui-même et donc ces phases de maturation. Et le sujet pour tous les designers, je pense que mes collègues ne me contrediront pas, c'est d'aller concrétiser. Il faut qu'on fasse et pas qu'on dise. Et donc, en fait, faire, ça permet de réagir. Bien sûr. Si je peux rajouter un point sur ton observation, Lola, il y a aussi, je me rends compte que alors notamment sur des projets sur des projets physiques dans lesquels on a des objets. On parle de design de produits dans ce cas-là. Il y a un facteur très très important qui est d'anticiper le plus possible les moyens de réalisation, les moyens de fabrication. Parce qu'il y a un moment donné où les projets vont passer à un stade de commercialisation. Il va falloir les fabriquer. Alors parfois en toute petite série, parfois en grande série, tout dépend des projets et des technologies. Mais ça nécessite d'être anticipé. Et les porteurs de projets, alors là, je peux vraiment vous l'affirmer, n'ont quasiment jamais aucune expérience de ce que c'est que industrialiser un objet. Par contre, les designers, là, c'est quand même dans leur background, même s'ils ne sont pas des ingénieurs de bureau d'études, ils ont quand même une culture industrielle. À partir du moment où ils sont spécialisés en design de produits, par exemple, ils ont quand même une culture industrielle. Et ça permet de projeter les différentes étapes
de commercialisation et d'éviter des erreurs majeures. Un produit peut être le plus pertinent possible, mais si on n'est pas capable de le fabriquer à un coût donné, on ne pas. Et très souvent, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord des petites séries, et puis après des plus grandes séries, etc. Et donc, on ne fabrique pas forcément un objet de la même façon quand à 10 exemplaires qu'à 100 ou qu'à 1000 ou qu'à 1 million. Et là, c'est un sujet sur lequel je crois que nos conseils, dans le cas des Pokinos, par exemple, sont vraiment très appréciés, sont vraiment majeurs parce que on évite à des porteurs de projets de mettre en œuvre des solutions qui sont des impasses en fait en matière de fabrication, qui seraient des impasses en matière de fabrication. Alors, si je peux... Pardon, excuse-moi, Vincent. Oui. Non, je voulais juste compléter peut-être la question et rebondir. Je pense que la question était quels sont les moments où le design va vraiment avoir une pertinence forte. Il me semble que c'était ça. Et je pense qu'il y a quand même un point d'orgue à un moment qui est intéressant, qui est la rencontre entre, effectivement, c'est quelque part une sorte de fusion ou de mariage entre l'imaginaire d'usage et la réalité technique du produit. Parfois, l'usage, par exemple, dans son dimensionnement, va pas du tout correspondre à la réalité technique ou technologique à ce moment-là du projet. Peut-être que, pour donner un exemple très simple, par exemple, la technologie va être pas du tout compacte et en fait, on se rend compte que l'usage hyper adapté, il faut quelque chose de très compact. Et là, il va y avoir une sorte de tension. Et le design va, je pense, aider à résoudre en fait cette tension-là en proposant des solutions qui soient acceptables. Donc en ménageant à la fois la technologie et la recherche technologique, c'est-à-dire en quelque chose qui soit faisable techniquement. Et là, il faut appuyer sur le fait que le design est pas dans une tour d'ivoire à inventer des choses qui sont impossibles à faire. C'est ancré dans le réel aussi. Tout en ayant quand même cette traction ou ce tropisme vers quelque chose qui soit vraiment possible, acceptable du point de vue de l'usage. Alors, j'ai juste pareil, un petit exemple pour illustrer ça. Ça, c'était pour vous montrer. Hop, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, ça, c'est un capteur physiologique en fait, qui permet de mesurer l'oxygénation du sang et la pulsation cardiaque. Et il y avait une question avec une fiabilité qui se rapproche d'une fiabilité médicale. Là où en fait, pour avoir ce type de fiabilité-là, normalement, il faut aller à l'hôpital avec des machines qui sont beaucoup plus grosses en fait. Et donc là, c'est presque plus opportuniste, c'est de dire, tiens, comment est-ce que ce dimensionnement-là, on vient l'exploiter au maximum dans un usage qui soit adapté et qui ait du sens en fait, où il y a vraiment une nécessité impérieuse en fait d'avoir ces données-là. Et en fait, on a abouti, donc là, on travaille sur des dimensionnements et comme disait Emmanuel, on fait rapidement, très rapidement. Et j'aime bien montrer ces images-là quand même parce que le design, ça commence souvent, et j'ai envie de dire, par des choses comme ça très immédiates, très rapides, de dimensionnement très, très grossier en fait, où on va tout de suite se poser des questions et prendre des décisions. Et en fait, effectivement, la maquette est une prise de décision en soi. Et ce qu'on a imaginé comme scénario, c'est un scénario de diagnostic préventif de l'apnée du sommeil avec une sorte de kit de prévention qui serait proposé par les médecins généralistes. Et on rejoint un peu l'histoire du storytelling, ou en tout cas de la bande dessinée, un peu comme l'a montré Emmanuel tout à l'heure, avec une dimension supplémentaire, qui est que le dimensionnement de l'objet a été fait sur un dimensionnement qui est effectivement celui de la technologie. Et du coup, c'est là qu'on a parce que là, du coup, on retrouve ici le capteur tel qu'on avait tel qu'il a été présenté par le labo au début. Et tout ça, ça donne une cohérence en fait. Il y a un moment où il y a une synthèse entre vraiment les capacités, les performances de la technologie et le cas d'usage dans lequel il vient s'inscrire. Et là, donc, pour vous faire la petite histoire, la personne prend le capteur, le place sur son bras, passe une nuit avec, on l'envoie ensuite dans une enveloppe T et son médecin la recontacte s'il repère, par exemple, une hypoxie je ne sais pas si on dit ça pour le sang, mais en tout cas, un taux d'oxygénation très bas dans le sang. Et ça, c'est un usage concret. On peut dire, tiens, on y croit, on n'y croit pas. Et une fois de plus, ça donne la décision, mais ça donne aussi du dimensionnement technique. Et pour raccrocher les wagons par rapport à ce qu'a dit Vincent, tout de suite, on se rend compte aussi que du coup, la forme de l'objet, c'est une petite pièce plastique en deux parties. Et on commence déjà à cranter sur des questions qui sont plus de l'ordre de l'industrie et de la pré-série ou de la production, quoi. Et c'est là où en fait on vient résoudre aussi vraiment une fois de plus par le faire, par l'image, pas mal de questions, quoi. Voilà.
Merci Bruno. Et il y a une autre question que je me posais, que ce soit pour le Y-Spot, vous êtes implanté à Grenoble, le Design Spot sur le plateau de Saclay, vous avez chacun vraiment un lieu physique d'innovation et d'expérimentation. Qu'est-ce que le fait d'avoir ce lieu justement physique va apporter dans la démarche de design et dans les interactions que ça peut créer avec les parties prenantes? Bruno, tu veux ou j'y vais? Je peux enchaîner. Bon. J'y vais alors. Non, pareil, exemple très concret, en fait, je pense qu'il y a enfin, j'ai pas présenté Y-Spot, qui est le centre d'innovation du CEA. Pareil, je peux diffuser quelques images, mais l'enjeu d'un lieu comme ça, en fait, ça permet quand même une convergence. Ça permet une convergence, donc c'est ce lieu-là. Une convergence pour, par exemple, on a dans ce lieu-là, en fait, des salles qui sont dédiées à des partenaires, donc des sortes, enfin moi j'aime bien dire que c'est des sortes d'ambassades de nos partenaires. Et le fait d'avoir des gens dans nos lieux, dans nos bureaux, forcément ça crée plus d'interaction. Donc il y a cet aspect un petit peu, je vais utiliser des gros mots, mais de sérendipité, le fait que voilà, le coup de la machine à café, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est pas non plus complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont un peu comme ça aussi. L'aspect Fab Lab, en fait, on a un gros Fab Lab de 400 mètres carrés qui s'est avéré, on l'a testé en 2015, qui s'est avéré en fait, qui s'est rendu compte qu'il désilotait beaucoup les laboratoires du CEA, qui en fait travaillent quand même malgré tout un peu en silo, et qui est aussi cet aspect où finalement ça vient concentrer des gens qui veulent aussi venir créer. Donc il y a une émulation assez naturellement qui vient se mettre en place. Et puis après, il y a un aspect aussi très pratique. Donc pareil, ça fait très téléphoné mon truc, j'ai mes exemples tout près. Mais je l'ai fait comme ça me permet de répondre aux questions. Un exemple d'une startup, pareil, qui a le fait d'avoir un lieu dédié, startup direct qui fait de l'analyse biologique, qui en fait, depuis plusieurs années, est un petit peu dans nos couloirs et qui va même là, en avril venir s'installer pour de bon dans le bâtiment Y-Spot. Et ça a commencé petit en fait. Ça a commencé petit où en fait ils sont venus faire au Fab Lab des petites puces microfluidiques. Donc leurs puces en fait permettent de faire de l'analyse bactériologique dans des échantillons agroalimentaires de manière très rapide. Donc voilà, l'enjeu c'est d'éviter voilà, d'avoir de la listeria dans les cantines, par exemple, et qu'on puisse rappeler bien en amont la nourriture qui serait pas bonne à la consommation, impropre à la consommation. Et au début, ça a commencé par des petites preuves de concept, en fait, faites au Fab Lab avec eux, sur, là, notamment, il y a une question de broyage de l'échantillon, et des petites choses, voilà, très rapides. Et une fois de plus, j'aime bien montrer ça, parce que, enfin, on pense souvent le design voilà, dans l'aspect gloss, brillant, surface tendue, etc. Et en fait, il y a des phases où c'est pas comme ça, en fait. Et c'est intéressant de le montrer. Et puis, voilà, un deuxième travail qu'on avait fait pour eux, c'était une logique de lecteur d'échantillons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on l'a pensé pour que toutes les pièces puissent être faites au Fab Lab. Donc, c'est que des procédés de Fab Lab. Donc, c'est du pliage à chaud, de la découpe, de l'impression 3D. Et une fois de plus, pour revenir à ce qu'a pu dire Vincent tout à l'heure, voilà, on touche aussi là aux questions de process. Et on pense un petit peu série, on pense un petit peu micro-série dès ce stade-là. Et donc, s'il n'y a pas ce lieu, en fait, tout ça se fait pas, en fait. Et voilà. Et j'ai peut-être, pour rebondir, une question autour de la formation des profils de chercheurs et de doctorants autour des sujets liés au design. Vincent, je sais qu'au Design Spot, vous faites pas mal de sensibilisation et de formation. Est-ce que toi, tu interviens dans des formations entrepreneuriales autour de ces sujets-là? Comment ce volet vraiment sensibilisation et diffusion est piloté Alors, de ton côté? Oui, alors, bien sûr, là, ça fait partie des missions du Design Spot. En fait, le Design Spot dans l'Université Paris-Saclay a 3 grandes missions qui se déploient
sur l'ensemble du plateau. Ça va bien au-delà de l'Université Paris-Saclay. Ça incorpore des SAT, enfin les sociétés d'accélération de transfert de technologies, les incubateurs, d'autres entreprises qui sont indépendantes, l'établissement public d'aménagement, enfin bon, voilà. Donc c'est l'ensemble de l'écosystème. Et ces 3 missions, la première, c'est une mission donc de promotion du design dans cet écosystème qui est peu acculturé dans ces disciplines. Et donc, on a une mission d'évangélisation, en quelque sorte. Mais messieurs, dames, c'est quoi le design, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment on travaille avec les designers, etc. etc. Et l'ambition, évidemment, c'est d'essayer de créer un réflexe design par l'éducation et par la formation. Alors, on met ça en œuvre avec différentes actions. Je ne vais pas toutes les détailler ici, là, ça serait un peu long, mais enfin bon, des conférences, expositions. Et aussi, bien sûr, des formations... alors, soit généraliste sur le design, c'est quoi soit plus spécialisé. Messieurs, vous vous intéressez au design de produits, vous vous intéressez à tout ce qui est expérience utilisateur, interface graphique, aux problèmes d'identité, aux problèmes d'aménagement, d'espace, etc. Et on fait donc des formations qui sont un peu plus spécialisées. Et puis aussi de la sensibilisation sur des grands thèmes. Design et sémiologie, design et biomimétisme, design et développement durable, etc., etc. On fait comme ça très régulièrement. Ça se passe les jeudis après-midi et il suffit d'aller sur le site du Design Spot pour voir le programme. Quand on a réussi cette première mission, c'est-à-dire qu'on génère des demandes. Et donc la deuxième mission arrive tout de suite. Après, c'est des missions d'accompagnement. On génère des demandes, des porteurs de projets qui soient en laboratoire ou en entreprise, viennent nous voir en nous disant messieurs les designers, vous m'avez fait plein de grandes promesses, c'est super, et ça tombe bien parce que moi je travaille sur ce projet, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là on rentre vraiment dans une démarche qui est extrêmement appliquée, ce qu'a montré Bruno là, à l'instant. On prend un brief et puis on essaye de comprendre de quoi il s'agit, pas si facile que ça des fois. Et puis on va proposer une méthodologie, on va chercher des designers qui sont compétents, et puis on va lancer l'étude. Et là, on va avoir un double rôle qui est à la fois un rôle de direction de création auprès des designers qu'on a missionnés, d'une part, et puis d'autre part, un rôle de conseil auprès des porteurs de projets pour lesquels c'est souvent une première expérience et où ils ont un petit peu de mal à se positionner. Donc on est aussi en conseil auprès d'eux. Bon, il y a une troisième mission qui est une mission de recherche, mais que je mets un peu de côté parce qu'elle est un peu déconnectée de notre discussion. Mais ce que je peux, une réflexion que je peux faire par rapport à justement tous ces enseignements sur les différentes disciplines du design, c'est que souvent, ça aboutit sur des accompagnements au long cours. J'ai un exemple là, qui est assez remarquable, qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est une start-up qui a été... Alors, c'était pas encore une start-up, hein, c'était un chercheur dans un laboratoire qui développait des robots d'apprentissage d'IA dans les milieux scolaires. Et on a accompagné dans le programme PocketLab, justement, on a accompagné le chercheur, on lui a dessiné son robot. Un petit robot mignon, marrant, voilà. Et ensuite, il s'est posé la question, au moment où il a créé la start-up, s'est posé la question du branding, qui n'était pas si simple que ça, parce que bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc on l'a conseillé sur la partie branding. Et puis ensuite, évidemment, on s'est posé la question de putain, il va falloir que j'envoie mes robots. Et dans quoi je mets ça? Dans quelle boîte? Et on l'a conseillé sur la partie packaging. Et puis ensuite, on lui a dit c'est super ton truc, mais l'interface utilisateur qui est derrière, on va peut-être faire un peu mieux. Donc après, on l'a conseillé sur la partie interface utilisateur. Et puis après, en parallèle de ça, il y avait des sujets d'arènes, parce que ces robots se déplacent dans des arènes, voilà. Et on l'a aussi conseillé sur la partie arène. Et en fait, finalement, c'est un accompagnement qui a duré sur plusieurs années et qui a abouti à une démarche de design global, dans lequel tous les éléments, pack, marque, produits, accessoires, se développent avec un souci de cohérence générale, et donc dans le but forcément évidemment de renforcer la marque.
Donc ça, c'est vraiment... alors, dans la recherche, on est sur un temps long, mais il ne faut pas penser que le design, c'est du one-shot. C'est souvent un accompagnement dans la durée, vraiment dans la durée. Et là, quand on parlait d'industrialisation, on est en plein dedans avec cette start-up, parce qu'il faut qu'ils fabriquent, d'abord c'était 10, 15, et puis après ça a été 50, 100, et puis maintenant ils commencent à dire, oh là là, mais c'est plus que ça qu'il faut que je fasse. Et la conception de ces robots et des accessoires, qui sont des éléments physiques, avait dès le début anticipé cette question-là. On va en faire 10, on va en faire 100, et après, il faudra qu'on en fasse 1000, et après, quand on en sera 10 000, comment on fera? Voilà. Bon, on avait en fait déjà anticipé tous ces sujets très en amont. Ok, merci beaucoup Vincent. Bruno, est-ce que toi aussi tu interviens dans des formations autour de l'entrepreneuriat pour sensibiliser les chercheurs ou les doctorants au sujet du design? Oui, alors c'est très modeste, hein, c'est une grosse heure et demie, une fois par an dans le séminaire Magellan. Donc Magellan, c'est le programme d'accompagnement de start-up du CEVA. Et voilà, donc c'est vrai que ça permet. Alors là, c'est plus de l'acculturation, de la sensibilisation déjà au design de manière large, ce qui prend déjà un petit moment. Effectivement, ça se fait pas en un quart d'heure pour comprendre la démarche. Puis c'est vrai que c'est une discipline qui est en évolution permanente, enfin comme tous les métiers, mais je veux dire ça qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus pressé dans le design, où c'est vrai que le design d'interaction, voilà, qui est un métier qui a explosé ces dernières décennies. Et donc voilà, il y a déjà cette mise à jour là, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le design, donc c'est important de casser déjà certains a priori. Et puis ensuite, ça permet aussi de détecter des startups pour lesquelles on peut être vraiment pertinente pour les accompagner. Alors nous, on a la spécificité d'être designer intégré dans un centre de recherche. Et ça nous donne une identité un petit peu différente, dans le sens où on a une culture technique qui fait que voilà, on est un peu différent et donc être en capacité d'embrasser des sujets que peut-être des agences autres ne feraient pas. Donc il y a ça. Après, se poser la question aussi de est-ce qu'il y a vraiment besoin de design pour certains projets. Enfin, je pense que ça peut quand même se poser de manière légitime. Et voilà, il y a pas mal de projets qu'on a fait pendant la Startup Direct que j'ai présenté tout à l'heure. Vraiment, c'est une belle histoire avec eux, parce que ça a commencé vraiment par là. J'ai rencontré Thomas par ce biais, et puis après, là, ça fait, je ne veux pas me tromper, mais ça fait 4e projet qu'on va avec eux, et le projet devient de plus en plus gros. C'est même plutôt passé, là, côté, on a une sorte de mini bureau d'études chez nous, et maintenant, ils sont plus sur cette phase-là. Mais en tout cas, voilà, ça permet effectivement de prendre contact avec des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat basé sur une technologie, quoi. D'accord. Voilà. Je pense qu'on arrive un peu à la fin du timing. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et surtout d'avoir illustré avec des cas concrets, parce que ça nous permet vraiment de pouvoir vraiment saisir les tenants et les aboutissants et l'intérêt du design pour les projets Deep Tech. Je ne sais pas si parmi les participants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On pourrait prendre une ou deux questions, soit dans le chat, soit vous pouvez même activer votre micro et la poser directement. Ah, je vois quelqu'un qui lève la main. Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. Alors, je suis François-Xavier Denimal, je suis business développeur santé à la SAT-Nord, et moi je m'occupe plutôt des DM et des MDiv, dispositifs médicaux. Et en fait, dans le cas des DM, il y a un élément très important ou dans lequel le design rentre, c'est ce qu'on appelle l'étude de praticabilité ou d'usabilité. Et ça, c'est un élément très important, c'est partie du dossier réglementaire marquage CE. Et donc, le design a toute son importance. Et donc, dans ce domaine-là, on va travailler bien sûr avec également des ergonomes. Et forcément, on va revenir au design, parce que dans certains cas, le choix des couleurs, notamment sur des synoptiques, des choses comme ça, n'est pas anodin. Et bon, si le rouge indique le danger en France, c'est peut-être pas forcément le cas dans tous les pays. Et donc, il faut avoir toutes ces notions, et donc pour voir que ce produit réponde non seulement aux besoins, mais également donc à tous les critères de sécurité. Le design est très important.
Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a une dernière question? J'ai pas l'impression. Avant de se quitter, je vais peut-être vous parler. Juste une vas-y, petite chose. Vincent. Juste une petite... Oui, parce que je vois dans le chat que je n'avais pas lu jusqu'à maintenant, je suis désolé. Une question, Bruno, Vincent, intervenez-vous dans les formations entrepreneuriales des doctorants de votre écosystème? Alors, nous, on intervient beaucoup dans les filières entrepreneuriales des écoles, que ça soit celle de Centrale Supélec, de l'Université Paris-Saclay, de l'ENS ou d'autres, l'ENSTA aussi, qui n'est pourtant pas dans l'Université Paris-Saclay, mais fait quand même. Mais c'est amusant parce que on est très impliqués, enfin nous nous impliquons dans la refonte d'un dispositif qui s'appelle les doctorpreneuriales dans l'Université Paris-Saclay. On est en train de refondre en fait ce dispositif et on est impliqués, nous, designers, enfin Design Spot, dans cette réflexion. Ça, c'est une façon de répondre à cette question. Et puis un autre éclairage, c'est que on est en train de regarder en ce moment aussi avec Sylvie Pommier, qui est la directrice des doctorants de l'Université Paris-Saclay, comment mieux intégrer le design quand c'est nécessaire. Parce que Bruno, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais je pense que c'était important de le rappeler. On n'a pas toujours besoin de nous, il ne faut pas non plus... voilà. Mais il y a des moments où on est, je pense, vraiment indispensable, des fois où on est utile, et des fois où forcément besoin d'un design. Mais pour les programmes doctoraux, enfin, on va dire, dans le cas de l'élaboration des thèses, on est en train de réfléchir en ce moment comment pouvoir insérer du design auprès de doctorants. De mon côté, juste pour clore après, indirectement, dans le sens où le programme Magellan est maintenant ouvert en fait aux doctorants du CEA. Je crois que c'était pas le cas avant. Donc voilà, il y a cette volonté du CEA aussi d'intégrer toutes les bonnes idées des doctorants. Et juste pour rebondir, juste un dernier mot sur la remarque de François-Xavier, il me semble. Je peux qu'abonder sur ce qu'il a dit, parce que je suis effectivement en train de travailler actuellement sur un projet de dispositif médical. Et c'est vrai que sur ce cas précis, effectivement, il y a des enjeux d'acceptabilité, en fait, ne serait-ce que sur le port d'un dispositif sur le temps long, l'image, le fait que ce soit stigmatisant ou pas, etc. Donc effectivement, ça rend pour le coup le design vraiment, le design a sa place dans ce type de projet. Et ça en fait des projets assez passionnants, quoi. Il peut y avoir des problèmes de sécurité si les boutons sont trop près l'un de l'autre, des choses comme ça, quoi. Exactement, et parfois même dans la perception, quelque chose qui nous semble sécurisant aussi, quoi. Et il y a les deux aspects, mais j'abonde. Nous avons d'ailleurs à ce propos des cousins qu'il ne faut pas oublier, qui sont les ergonomes. C'est ce que j'évoquais. Qui ont des connaissances dans le domaine qui sont complémentaires des nôtres, mais aussi plus pointues. Et il est très utile pour les designers de travailler avec des ergonomes pour certains projets. Tout à fait d'accord. Exactement. J'ai l'impression que tout le monde converge sur ce sujet-là, donc ça sera le mot de la fin. Avant de vous quitter, je vais juste vous partager un petit événement qui est organisé par l'État et BPI France, qui a lieu le 15 février à 17h30. C'est un événement qu'on organise sur le rôle de l'État dans la valorisation et le soutien aux femmes entrepreneurs. Et je me suis dit que ça pouvait éventuellement intéresser certains d'entre vous. Et comme à chaque fin de mardi de la Deep Tech, je vous partage aussi l'espace envie d'entreprendre de notre plateforme Les Deep Tech, qui est une mine d'or pour tous les porteurs de projets et partenaires qui s'intéressent à l'initiation de projets Deep Tech. Donc je vous remercie à tous d'avoir été attentifs et merci à tous les intervenants pour les partages intéressants. Et on se retrouve du coup le 8 mars pour le prochain mardi de la Deep Tech autour de la souveraineté technologique française. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir, merci. Merci. Merci Lola. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Ouais, au revoir.